Merci beaucoup d'être très nombreux pour ce webinaire qui est dédié à l'intervention sociale à domicile. Donc, nous allons échanger aujourd'hui avec Philippe Roger, Christophe Marchand et Eliane Jaoui. Et donc, je laisse peut-être la parole à Camille pour commencer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour ce premier webinaire de l'année pour la FAPIL. Je vais laisser ensuite la parole à Emma Rioux et puis à l'ensemble enfin, nos trois intervenants. Mais juste quelques mots peut-être pour présenter la FAPIL en guise d'introduction. Donc, peut-être pour rappel, la FAPIL, c'est une fédération qui a été créée maintenant il y a même un peu plus de 35 ans pour la défense du droit au logement. Donc aujourd'hui, on réunit près de 140 associations qui sont présentes partout en France et qui œuvrent toutes pour le droit au logement, l'insertion par le logement. Donc aujourd'hui, ces 140 associations, elles gèrent environ 40 000 logements. Elles accompagnent plus de 60 000 ménages chaque année. Et donc, elles vont faire tout ce qui va être l'accès au droit, l'accompagnement social. Elles vont aussi gérer, mettre en place une gestion locative adaptée des logements et puis produire du logement en tant que tel. Soit la production directe, soit via la captation dans le parc privé. Et donc, dans le cadre de nos travaux, chaque année, Emma, qui est chargée de mission accès au droit et accompagnement social, organise un groupe de travail. Elle y reviendra plus précisément. Et donc, le groupe de travail qui nous a occupés et a occupé des adhérents l'an dernier portait sur la question de l'intervention sociale à domicile, a donné lieu à un guide. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense qu'Emma va présenter le groupe de travail et puis Excusez-moi, organiser aussi des échanges avec nos trois intervenants qui seront, je n'en doute pas, très riches et très intéressants. Voilà. Emma, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, peut-être je vais vous projeter mon écran. Alors, donc, bon, je pense que vous voyez tous bien mon écran. OK. Alors, donc, peut-être pour déjà vous expliquer un peu comment on va. Donc, on est ensemble jusqu'à 16 heures. Dans un premier temps, je vous propose de revenir sur le groupe de travail, la manière dont on a structuré un peu ce groupe de travail durant l'année, et puis revenir sur les principaux résultats de ce groupe de travail qui sont présents dans la synthèse que vous avez tous reçue en vous inscrivant, qui est présente voilà, sur notre site internet que vous pouvez trouver très facilement. Puis, nous échangerons avec Eliane Jaoui, psychosociologue, et Christophe Marchand, formateur et donc concepteur de l'économie, et Philippe Roger, directeur de soutien insertion santé. Puis on prendra environ 20 minutes pour pouvoir échanger avec vous tous. Voilà, vous pourrez poser vos questions, aussi nous faire part de vos propres expériences. Donc, voilà, alors pour commencer, donc peut-être pour vous présenter un peu notre démarche et ce groupe de travail. Donc tous les ans, la FAPIL propose d'approfondir une thématique liée à l'accompagnement social avec son réseau. Donc, dans trois villes en France, cette année, c'était donc Paris, Lyon et Marseille. Donc, en 2023-2024, nous nous sommes penchés sur la thématique de l'intervention sociale à domicile. L'objectif, c'est vraiment de favoriser les échanges de pratiques et vécus entre équipes sociales, de pouvoir faire intervenir des experts sur le sujet, de construire des réflexions communes et des outils communs, et d'approfondir aussi par des enquêtes complémentaires. Donc, on cible principalement les équipes sociales, mais on a également pu faire une séance dédiée aux cadres et également aux personnes accompagnées via une enquête. Donc voilà, et puis l'objectif final, c'est de pouvoir aussi produire une synthèse qui puisse être un outil pour éclairer sur la thématique et pour vous outiller en tant que travailleurs sociaux et cadres sociaux sur ce sujet. Voilà, alors, donc pourquoi nous avons choisi cette thématique de l'intervention sociale à domicile? Eh bien, puisque c'est une modalité d'accompagnement qui est prépondérante dans l'accompagnement social lié au logement proposé par nos associations. Elle se structure principalement à partir des années 90. Et puis, voilà, actuellement, elle est une des modalités essentielles de l'accompagnement.
Pour essayer de la définir, on pourrait dire que donc elle repose sur la nécessité de soutenir et d'aider les personnes à accéder à un logement et à s'y maintenir. Et elle s'inscrit dans différents dispositifs et programmes et donc prend différentes formes. Elle peut être préventive afin d'assurer le maintien dans le logement. Elle a pour objectif de favoriser l'accès et le maintien et l'appropriation du logement. Elle vise la connaissance des droits et des devoirs des locataires et elle vise également l'intégration dans le voisinage et l'environnement local. Donc ce sujet soulève de nombreux questionnements, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ces démarches au domicile permettent et donnent-elles à voir, ne se substitueraient pas avec d'autres démarches comme les rencontres au bureau? Comment cette relation au domicile est-elle perçue et vécue par les personnes? Comment faciliter cette posture professionnelle et voilà, notamment grâce à des outils, des analyses de pratique, des cadres d'intervention. Voilà, comment la structure aussi peut-elle accompagner ces équipes pour que l'accompagnement ne soit pas un moment de personne à personne, mais d'un intervention sociale adossé d'un cadre qui vient accompagner une personne chez elle. Voilà, donc peut-être pour revenir un peu sur nos... Donc on a structuré notre raisonnement en plusieurs grands questionnements. Donc, je voulais revenir quelques minutes sur un peu plus le fond et sur les grands enjeux que l'on a pu identifier. Donc déjà, comme premier résultat, donc un premier angle que nous avons développé, c'est comment voir le domicile comme un outil d'accompagnement social. Ce qui est important ici, c'est que le domicile constitue un outil d'accompagnement social en révélant des aspects de la vie des personnes accompagnées, tels que les relations familiales, l'estime de soi, les habitudes de vie, qui ne seraient pas visibles autrement. Il permet également de travailler sur des caractéristiques spécifiques de la personne, facilitant ainsi une approche beaucoup plus globale et personnalisée de l'accompagnement. Il est important de rappeler ici, et c'est quelque chose finalement qui structure tout notre cheminement de pensée, c'est de bien avoir en tête que le logement ne constitue pas une fin en soi, et peut-être un moyen ou un support de projet de vie. Ainsi, les différentes facettes et objectifs de l'accompagnement social lié au logement n'auront de sens que si le logement représente quelque chose pour la personne. Voilà. Ensuite, nous avons développé tout un axe pour mettre en lumière ce que suppose l'intervention sociale à domicile pour les personnes concernées. Donc déjà, pour les équipes sociales, ce que l'on a pu se rendre compte, c'est que l'intervention sociale est un outil relativement ambigu, dans le sens où il est fortement apprécié par les équipes sociales, car il permet, comme on l'a dit juste avant, un accompagnement social de proximité qui facilite les échanges, qui permet de mieux comprendre les personnes accompagnées dans son ensemble, mais il suscite également des appréhensions et des questionnements. La nature et les contours de l'accompagnement à domicile posent question dans le sens où jusqu'où aller dans l'accompagnement lorsque le domicile permet de tout aborder. Les appréhensions de se rendre au domicile sont également très nombreuses. Les enjeux de sécurité, les éventuels troubles de santé mentale, l'hygiène, la présence de nuisibles, la localisation du logement, les violences intrafamiliales. Voilà, bon, la liste n'est pas exhaustive, mais ces appréhensions sont très nombreuses et sont particulièrement à avoir en tête, notamment lorsqu'on aborde la question du cadre de l'intervention. Ensuite, pour pouvoir mieux saisir l'intervention sociale à domicile sous l'angle des personnes concernées, nous avons réalisé une enquête auprès de 90 personnes sur toute la France, sur 13 régions. Voilà, ça nous a permis de nous rendre compte que 86% des personnes appréciaient que le travailleur social se rende à leur domicile. En creusant un peu les raisons principales qui ressortent, c'est que les personnes apprécient particulièrement pour des raisons relationnelles. C'est-à-dire que l'intervention sociale à domicile permet une plus grande intimité, une plus grande proximité qui est valorisée par quasiment l'ensemble des répondants.
Elle est également appréciée pour des raisons organisationnelles, c'est-à-dire qu'elle permet de faciliter l'accès aux documents, l'adaptation aux contraintes de l'emploi du temps, la présence notamment des enfants. Voilà, il y a également le motif des raisons pratiques et techniques qui a été mis en avant, c'est-à-dire qu'elle permet une aide concrète dans la prise en main du logement. Mais pour le coup, ces raisons sont beaucoup moins citées par les personnes accompagnées. Voilà. Ensuite, nous avons abordé la question du cadre d'intervention et notamment du cadre réglementaire jusqu'au cadre de la personne accompagnée. Donc peut-être pour définir ce qu'est un cadre, c'est ce qui délimite les contours d'une intervention, d'un accompagnement ou d'un dispositif. Il permet de fixer les objectifs, d'instaurer éventuellement une temporalité et de poser des droits et devoirs adossés aux parties prenantes. Ce cadre peut être volontaire, sous condition ou imposé. Et finalement, en travaillant sur la question du cadre durant ce groupe de travail, ce que l'on s'est rendu compte, c'est que derrière le cadre d'intervention se pose la question de pourquoi donner un cadre, de ce que cela apporte, des limites, et de comment assurer sa persistance lorsque le travailleur social est seul au domicile. Ce que l'on peut retrouver en filigrane également, lié au cadre d'intervention, c'est la capacité du travailleur social à expliciter et poser ce cadre, et notamment et en particulier à se sentir légitime à le poser, ce qui a été un gros sujet durant notre groupe de travail. Le cadre intègre également, évidemment, un volet sécuritaire qu'une structure porte et assure auprès de ses équipes en préventif et à la suite d'un événement. Voilà, donc, comme le schéma l'indique bien, on se rend compte que l'intervention sociale à domicile, elle répond à plusieurs cadres. Donc, dans la synthèse, on rentre beaucoup plus en détail sur la définition de ces cadres et sur la manière dont ils peuvent se mettre en application. Donc, je vous incite à le lire. On développe également tout un volet et un éclairage juridique et légal sur le domicile où on essaye de répondre à des grandes questions que les travailleurs sociaux se posent souvent. Est-ce que je peux rentrer au domicile d'une personne sans qu'elle ne m'ait ouvert la porte? Est-ce que je peux avoir les clés d'un domicile au bureau? Enfin voilà, toutes ces questions-là, on essaye d'y apporter un éclairage juridique. Ce qui a été mis en avant également sur ce sujet des cadres, c'est la difficulté des intervenants sociaux à définir l'ensemble des cadres et donc à les rendre réels pendant l'intervention. Ce qui a été également mis en avant, c'est l'intensité et les nombreux objectifs des cadres réglementaires qui sont parfois déconnectés de la réalité de l'action des équipes sociales. Enfin, pour finir, donc, nous avons construit à la fin de cette synthèse un guide de construction d'un outil d'accompagnement au domicile. L'objectif, c'était vraiment de proposer aux équipes sociales un guide dans la construction d'un outil si les équipes souhaitent développer en interne un outil. Et donc, ce guide n'est pas du tout exhaustif, mais il vise vraiment à vous accompagner dans votre démarche associative ou au sein de votre service afin de guider votre réflexion dans la construction de l'outil. Voilà. Donc voilà, nous voulions revenir rapidement du coup sur les premiers résultats pour que vous ayez ça en tête pour notre échange. Voilà, donc je vous propose d'échanger maintenant avec nos intervenants. Donc j'accueille Eliane Jaoui qui est psychosociologue, Christophe Marchand qui est formateur et concepteur de l'économie et Philippe Roger qui est directeur de soutien insertion santé. Donc je vais couper le partage de mon écran. Voilà, comme ça on se verra plus pour discuter. Est-ce que tous vos micros fonctionnent? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. A priori, moi, mon micro fonctionne. Moi Oui. aussi? Après, Bonjour moi, je vous tout entends le bien. monde. Est-ce que mon Parfait. micro fonctionne ou pas? D'accord. Parfait. Ça me fait une anxiété de moins comme ça. Voilà, c'est parfait. Je pense que c'est bon. On peut commencer à échanger. Donc, tous ensemble, donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté. On trouvait ça très intéressant de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet puisque l'intervention sociale à domicile soulève de nombreux questionnements, mais aussi surtout de nombreuses manières de voir, manières de réfléchir. Et vous avez tous les trois
une expertise sur ce sujet et donc vos visions sont très complémentaires pour l'aborder. Donc, ça nous tenait à cœur de pouvoir échanger avec vous dessus. Euh, Peut-être une première question pour introduire cet échange. Je souhaitais qu'on revienne sur la notion de domicile. Et finalement, en quoi le domicile est-il un bon outil pour comprendre et travailler sur le sens que les personnes accompagnées mettent derrière leur logement? Christophe, je te pose la question directement. D'accord, ok, très bien. Donc bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Ce que je peux dire sur le logement, c'est déjà que c'est un sujet universel et que c'est un sujet intemporel. Et quand on y réfléchit, c'est un sujet qui concerne autant la punaise de lit que le raton laveur ou l'être humain. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un abri pour se protéger de la pluie, du froid, pour se reposer, pour se reproduire, pour essayer de se mettre à l'abri du danger. Donc ça souligne la puissance du sujet. Le philosophe allemand Heidegger disait que être, habiter et penser sont une seule et même chose. Donc ça aussi, ça dit beaucoup de l'importance du sujet. Après, l'intervention sociale à domicile, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle permet de mesurer l'écart qui peut exister entre ce que la personne renvoie à l'extérieur par rapport, par exemple, un rendez-vous dans une structure et ce qu'elle est amenée à faire réellement quand elle est chez elle. Donc ça permet de mesurer ça. Après, ça permet aussi de distinguer ceux qui investissent leur logement comme étant un lieu de vie et un lieu de repos. D'ailleurs, une question essentielle, est-ce que les gens sont susceptibles de se reposer chez eux? Parce que ça dit du logement que c'est un lieu de ressourcement. Après, on a des personnes qui perçoivent leur logement uniquement comme un lieu d'hébergement, un lieu de passage, un lieu qui peut être un lieu d'enfermement aussi, voire qui accentue le sentiment de solitude et d'isolement. Et c'est extrêmement important de le mesurer dans la mesure où les sujets qu'on va aborder avec la personne, on sera amené à les travailler différemment en fonction de l'un ou de l'autre. Je veux dire qu'on en travaille les droits et les devoirs du locataire. Chez une personne qui investit son logement comme un lieu de vie, ça peut résonner, ça peut avoir du sens. Chez une personne qui perçoit son logement comme un lieu d'hébergement, ça peut éventuellement être perçu différemment. Après, le logement, c'est quand même un lieu de concentration de tous les sujets de vie quotidienne. C'est une espèce de carrefour. Quand on va dans le logement, on peut travailler des sujets extrêmement importants dans le cadre de l'accompagnement social avec un objectif d'insertion ou d'autonomisation, la mobilisation des ressources, par exemple, les ressources personnelles. On peut mesurer d'une manière très concrète et très factuelle la capacité que peut avoir une personne déjà à sortir de son lit pour ouvrir la porte quand on a rendez-vous avec elle. Rien que ça, c'est déjà quand même pas rien. Sa capacité à entretenir le logement, à payer les factures, etc. Enfin, donc à se mobiliser dans son logement. Donc déjà, pour ça, c'est intéressant. Quand on va chez les personnes, on peut mesurer aussi la place qu'elles donnent à ce que moi j'appelle la société du contrat, c'est-à-dire le numérique. On a des personnes qui sont très grosses consommatrices de numérique. Si elles sont abonnées à Netflix, Amazon Prime, Spotify, si ce sont des gamers qui jouent 18 heures par jour, ça dit du temps qu'elles passent à faire quoi et ça dit aussi du temps qu'elles peuvent consacrer éventuellement aux pistes qu'on va travailler avec elles. L'intervention dans le logement, ça permet aussi de travailler un sujet extrêmement important qui est celui de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut travailler les habitudes et les comportements alimentaires. On peut mesurer aussi la qualité et l'existence d'équipements qui permettent de travailler d'une manière très concrète le sujet. Je veux dire, il est difficile de préconiser à des gens de cuisiner chez eux si jamais ils n'ont aucun outil pour cuisiner, s'ils n'ont même pas de table pour manger. Et ça permet de le mesurer parce que ça donne des éléments sur le travail qu'on peut construire avec les personnes. Le logement, c'est aussi le moyen de travailler des sujets comme l'estime de soi, de travailler les sujets comme l'addiction. C'est vrai que si on va au logement d'une personne et qu'on voit 15 canettes de bière posées sur la table, ben, ça dit aussi de choses qu'on sera amené à travailler. On peut mesurer aussi, par exemple, la place qui est donnée aux animaux de compagnie. Ça aussi, c'est un gros sujet, hein, notamment avec des publics en difficulté. Ça peut expliquer l'état du logement. Ça peut donner des indications sur les capacités financières qui sont déjà mobilisées pour les animaux domestiques et qui ne pourront pas être mobilisées pour autre chose. Et tous ces sujets, et le logement comme socle central, doivent être tournés vers une perspective, c'est la notion de projet de vie. Et l'important aussi par rapport au logement, mais tu l'as dit hein, dans ton introduction, c'est de ne pas le percevoir comme une fin en soi, mais comme un support de projet de vie, c'est-à-dire quelle est l'utilité et le sens du logement. Quand le logement est travaillé comme une fin en soi, quand les gens sont dans le logement, le risque, c'est qu'ils se retrouvent dans une impasse.
avoir un logement, pourquoi faire? À partir du moment où les gens mettent du sens au fait d'habiter là où ils habitent, c'est plus facile pour travailler tous les sujets qui sont inhérents au logement, les droits et les devoirs du locataire, etc. Donc, l'intervention sociale à domicile, c'est un outil pour construire un travail pertinent avec les personnes. Par contre, c'est pas parce que c'est un outil pertinent que c'est un outil facile. Et ça, c'est des choses qui seront évoquées par la suite. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Christophe, pour cette bonne introduction. Eliane Jaoui, je me tourne vers vous. Vous avez travaillé sur la posture des équipes sociales au domicile et la relation accompagnant-accompagné. Est-ce que vous Oui. pouvez nous développer quelques enjeux que cette pratique suppose? Oui, alors j'avais aussi envie de rebondir sur vos deux interventions qui nous aident à comprendre l'intervention au domicile. Quand je dis rebondir, c'est qu'il y a des points où on se rejoint tout à fait et d'autres points où peut-être on a des lectures un petit peu différentes. J'ai quand même un point que j'ai envie de dire. On parle de domicile, de domicile. Il y a une distinction importante à faire quand il est question d'intervention à domicile, et vous l'avez bien pointé, c'est le sens que les personnes mettent dans leur habitat, hein, vous deux. Et ce sens, ça nous aide à comprendre ce que signifie le chez-soi. Il y a une distinction importante à faire entre le domicile et le chez-soi. Le domicile, on est un peu dans une notion, j'irais, envie de dire, juridico-administrative. Vous savez, les gens ont un domicile, n'en ont pas. Il y a tant de domiciles, il y a tant de logements à construire. Ça. Le chez-soi, c'est comment la personne investit ce lieu de vie. Et alors, évidemment, vous avez beaucoup parlé de sens. Ça, c'est extrêmement important, le sens que les gens donnent à leur habitat. Et donc, le travailleur social qui doit intervenir au domicile doit être très sensible à décrypter un peu ce sens, justement en observant le chez-soi, le domicile, l'aménagement, les locaux, la présence d'animaux domestiques ou pas, l'ordre ou pas l'ordre, etc. Mais quand on dit que ça n'a pas de sens, j'ai envie de dire, bon, moi, je reformulerai ça un peu autrement. Il y a toujours un sens au domicile. Simplement, il y a des gens qui sont bien chez eux et il y a des gens qui ne sont pas bien. Mais même si, entre guillemets, on peut penser que le logement, le domicile n'a pas de sens pour l'habitat, il en a un. Bon, je veux dire qui est peut-être le refus, la négation. Vous comprenez? Alors, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, quand je dis que le travailleur social doit être extrêmement vigilant, c'est qu'évidemment, il arrive dans un territoire inconnu dont il est, hein, et tous les textes, hein, le domicile, il y a tout un cadre juridique, il est toléré. Hein, ça veut dire que c'est extrêmement important. Ça veut dire que le professionnel doit utiliser tout un ensemble d'attitudes stratégiques pour entrer dans le domicile. Ça, c'est une première étape. Et une deuxième étape pour mettre en place son projet d'accompagnement. J'insiste beaucoup sur cette notion de stratégie parce que, je le répète, socialement, et je dis c'est marqué par le droit, on ne peut pas entrer chez les gens n'importe comment. C'est très compliqué d'entrer chez les gens en dépit de ce qu'on pense. Hein, c'est pas on ouvre la porte, etc. Ça veut dire qu'il y a des attitudes aussi bien chez l'habitant que chez le professionnel qui vient de l'extérieur, à acquérir. Il y a j'ai envie de dire, le professionnel doit montrer patte blanche. Il doit tout faire pour éventuellement rassurer l'habitant et doit, entre guillemets, presque, je dirais, éliminer tout ce qui peut tout ce qui peut être perçu comme dangereux. Et l'habitant, de son côté, je parle dans la relation d'hospitalité, n'est-ce pas? L'habitant, de l'autre côté, doit aussi montrer comment par ses attitudes, comment il ouvre son domicile à l'autre. Vous savez, quand on reçoit des gens, nous-mêmes dans notre vie sociale, on a la formule classique, je vous en prie, faites comme chez vous, mais tout le monde a compris que c'est décodeur Canal+, c'est tu te tiens à carreau, c'est ça que ça veut dire hein, quand on rentre chez les gens. Bon, il y a tout un art. Et ça, c'est pas simple. Il y a donc des vocabulaires, une attitude, il y a des mots à utiliser, etc.
Ça, c'est extrêmement important parce que, et c'est un des premiers, je dirais, une des premiers éléments de complexité dans l'intervention professionnelle à domicile, c'est qu'il y a deux logiques en jeu là. On n'en parle pas souvent, enfin, c'est dit en implicite. Il y a deux logiques contradictoires. Il y a d'une part la logique professionnelle, où le professionnel est là pour une mission envoyée par une organisation. Entre guillemets, il peut être en position haute, alors que l'habitant, qui est une personne, une famille, je vais envie de dire en précarité, est en position basse, puisque elle est, entre guillemets, prise en charge, accompagnée, suivie par une organisation. Mais ça, c'est la logique professionnelle. Vous voyez, le rapport asymétrique. Mais le problème dans le rapport d'hospitalité, c'est que normalement, c'est la personne qui accueille qui est en position haute et la personne qui entre en position basse. Et donc, chacun a ce schéma-là dans la tête, et c'est pour ça que ça entraîne des difficultés ou des malentendus, des risques de malentendus, ou d'un seul coup, quelque part, le professionnel peut se dire dans sa tête, mais je suis pas chez moi, je peux pas faire ce que je veux. Vous comprenez? Donc, c'est le code de l'hospitalité qui marche. Et parfois, vous avez l'habitant qui dit, mais ce professionnel, pour qui il se prend, mais il n'est pas chez lui. Vous comprenez? Donc là, ce qui vient dans sa tête inconsciemment, hein, sans être sociologue, c'est cette logique de l'hospitalité. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, ça se voit, moi qui travaille beaucoup en particulier avec des professionnels du soin, quand vous avez une infirmière a envie de faire pipi, c'est problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas chez elle. Vous voyez un peu, vous voyez, ça c'est une des premières logiques de contradiction qui rend l'intervention à domicile compliquée. Deuxième contradiction aussi, c'est d'une part la logique qui est le respect de l'intimité de l'autre, je répète, l'intimité de la famille, et puis qu'on le veuille ou non, ça je vais enfoncer le clou, toute intervention au domicile, explicitement ou implicitement, est intrusion sur l'intimité de l'autre. Ça, c'est inévitable. Quelqu'un qui dit je fais des visites à domicile et je ne suis pas intrusif, ça n'est pas possible. Il y a des stratégies justement où les deux partenaires mettent en place pour justement que à la limite l'habitant ouvre présente des choses de son intimité et que le professionnel, normalement, qui intervient, évidemment, recueille ces informations. Et alors, suivant les professionnels et les missions des uns et des autres, peut être mobilisé tout ce qui est de l'ordre de la déontologie, l'éthique et les notions de secret professionnel. Donc là, c'est extrêmement important parce que le professionnel peut faire tous les efforts possibles pour respecter l'intimité de l'autre. Il n'empêche que dans l'habitat, il y a là quelque chose de l'ordre de... On ne maîtrise pas tout. Vous voyez, on ne maîtrise pas tout. Et là, il y a des choses qu'éventuellement la famille veut cacher, et puis ça émerge quand même. Autre chose là encore, logique qui peuvent être contradictoires, c'est dans l'intervention à domicile, c'est qu'il y a le professionnel qui vient avec ce que j'appelle sa culture professionnelle de soignant ou de travailleur social, avec son expertise, ses compétences. C'est-à-dire qu'il le veuille ou non, ne serait-ce que, et c'est cadré par les missions qu'il a, il a quand même une conception du domicile, du domicile bien tenu, enfin, de la vie quotidienne dans un logement, etc. Et ça peut s'opposer à des degrés très variables, parfois très discrètes, mais parfois plus fortes, à la culture familiale de l'habitant, c'est-à-dire le mode de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une opposition sur les conceptions d'éducation, les conceptions de l'hygiène, les conceptions alimentaires. Vous voyez, puisqu'on parlait des conceptions du bouddhisme, etc. Donc là, il y a deux cultures. J'insiste beaucoup sur le mot culture, hein, parce que bon, l'exemple le plus flagrant, plus spectaculaire, c'est évidemment quand on travaille avec des familles migrantes. Bon, c'est peut-être pas ce que vous trouvez dans votre fédération, mais vous voyez, quand je parle de culture familiale, c'est-à-dire que chaque famille finit par créer sa culture. Bon, et peut-être moins. Il y a une autre contradiction, entre deux logiques que je retrouve beaucoup quand j'interviens auprès de des professionnels du domicile. C'est d'une part la visée d'autonomisation
puisque le professionnel a cet objectif-là. Vous savez, ce qu'on parle d'empowerment souvent dans le travail social, est quand même quelque chose qui est de l'ordre du contrôle, du normatif. Vous voyez? C'est-à-dire, bon, quand il y a des petits-enfants, ben, on regarde quand même, et on a toujours, les travailleurs sont toujours très sensibles à des questions du type euh, enfants en risque, quand il y a des questions de précarité de l'habitat, etc. Donc, vous voyez que c'est quand même, l'intervention à domicile est une intervention extrêmement complexe. Alors, en, ça, c'est en plus ce surajoute ce que vous avez évoqué, c'est alors du côté des familles, se constituer, s'approprier un chez-soi, c'est le produit de toute une histoire. C'est quelque chose de très complexe là aussi. Savoir s'adapter au logement, savoir aménager, etc. Les notions d'hygiène, etc. C'est le produit de j'ai envie de dire, une éducation, une histoire de vie. C'est pas si facile que ça. Et donc, les professionnels, là, se heurtent à parfois une grande difficulté où les conceptions d'hygiène, je prends toujours cet exemple-là, peuvent être, ou les conceptions de l'ordre peuvent être complètement, peuvent paraître complètement aberrantes pour le professionnel. Et alors, au niveau de l'intervention du professionnel, vous avez évoqué l'insécurité, ça c'est extrêmement important, imprévu, parasitage, présence de tierces personnes, éventuellement, quand on est avec des malades mentaux, il y a aussi des risques, etc. Mais aussi, il y a des choses qui sont de l'ordre des tolérances ou intolérances. Chacun de nous, on a des tolérances ou des intolérances par rapport en particulier aux odeurs, la saleté, les animaux domestiques. Il y a des phobies chez ça. Et ça, c'est des choses qui impactent beaucoup l'intervention à domicile. Et au long cours, alors bon, ça dépend des missions des différents professionnels, se pose la question de la distance professionnelle et d'un maintien d'un cadre. Le maintien d'un cadre professionnel permet justement quand on est dans l'organisation, dans son service, c'est beaucoup plus simple. On est protégé par son organisation qui elle-même définit un cadre, un lieu, des horaires, des rôles. Mais à domicile, cette distance, ce cadre se trouve fortement attaqué parce que pour le coup, l'espace du domicile n'a pas cette fonction-là. Et ça mobilise parfois une charge affective ou imaginaire, je ne sais pas si ça vous parle, très très forte. Affective, c'est-à-dire on peut être très proche ou au contraire, on peut ne pas supporter les familles. Vous comprenez? Imaginaire, on peut s'attacher aux uns et on peut ne pas s'attacher aux autres. Il y a des familles qu'on admire, des familles qu'on n'admire pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et puis, comme si c'est une intervention au long cours, le temps aussi joue. C'est-à-dire, à force de rencontrer les gens à rythme régulier et sur des questions de la vie la plus concrète et la plus, je dirais, la plus prosaïque, eh bien, ça peut emmener un rapprochement. Et là, le professionnel a parfois des difficultés à prendre de la distance et en particulier la famille aussi, parfois. J'ai envie de dire, moi, de ce que j'ai perçu, je parle là, je vous renvoie ça, est-ce que à la famille, dans votre fédération, vous retrouvez ça? Et je veux dire, le professionnel est obligé d'à la fois d'être stratège, vous voyez, quand je dis stratège, entrée, etc., il a une autre fonction qui est, je dirais, les formateurs, quand il donne des conseils, quand il montre comment il faut faire, etc., quand il explique des questions de budget, etc., et il est quelque part interprète. Interprète, quand je dis, vous l'évoquiez très bien, le domicile, c'est aussi le lieu où il y a aussi une interaction avec le monde extérieur. Et donc, pour que la famille ou l'individu arrive à s'y retrouver dans les espaces publics un peu inconnus qu'il ne maîtrise pas, il faut que le professionnel interprète, traduise c'est quoi les administrations, pourquoi, etc. Voilà les points que je vous lance Merci. en un quart d'heure, mais enfin, je sais pas, j'y suis dans Merci mon quart beaucoup. d'heure ou j'ai dépassé?
Non, on va essayer de synthétiser pour pouvoir Ah, avoir un peu plus je vous ai de... prévenu que j'étais logoréique. Alors, vous savez, donc je vais m'arrêter là. On peut repasser après, on passera aux questions si vous voulez après. Oui, bien sûr, peut-être pour rebondir sur ce qui était dit sur la relation accompagnant-accompagné. Je ne sais pas si Philippe, tu veux ajouter quelque chose Oui. Emma l'a présenté dans son diapo avec pardon, les différents cadres d'intervention, mais ce qui légitime aussi les visites à domicile, c'est le mandat d'intervention, c'est pourquoi on intervient et qui nous a désignés, et qui a fait qu'il y a obligatoirement ces fameuses visites à domicile. Et l'enjeu pour le professionnel n'est pas d'imposer que ces visites, mais l'idée, c'est de pouvoir se faire inviter et de sortir un petit peu de cette position haute du professionnel et de cette position basse du ménage. Et l'idée, quand on est intervenu avec Emma, c'est de réfléchir en amont avec les professionnels sur comment accompagner les ménages en amont des visites à domicile, sur comment elles vont vivre ces visites à domicile et qu'est-ce qui va pouvoir y être travaillé. C'est-à-dire de pouvoir laisser un espace décisionnel pour les familles, pour les ménages, à l'intérieur de ce cadre d'intervention, pour décider sur la fréquence, sur ce qu'on va y voir, sur ce qu'on va y évaluer, et cette notion de propreté, de saleté, où le professionnel peut avoir un sentiment d'illégitimité pour dire qu'un logement est bien entretenu, un logement est propre ou un logement est sale, c'est d'essayer de le travailler aussi avec le ménage. C'est de faire réfléchir le ménage sur ce qu'est un logement bien entretenu ou pas. Et en fonction de ce que le ménage projette, de voir comment il le projette très concrètement, et là Christophe l'a bien dit, dans son logement. C'est-à-dire entre la théorie et la réalité sur le terrain du ménage. Et c'est vrai que ces questionnements-là, ça pose derrière la question de la temporalité, qu'on verra peut-être un petit peu après, mais entre la temporalité que le professionnel a par rapport à son mandat d'accompagnement et la temporalité du ménage, il peut y avoir une énorme différence. Et la vitesse de l'accompagnement ne sera pas la même pour le professionnel et pour le ménage. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être pour parler davantage du cadre et des prescriptions liées notamment aux lettres de mission. Nous savons que le cadre prescrit notamment par la lettre de mission et ses objectifs est contraignant et parfois peut être ressenti comme éloigné des réalités de terrain par les équipes sociales. Comment on peut s'assurer du maintien du sens de cette pratique pour les équipes sociales et pour la personne accompagnée, c'est-à-dire comment réussir à faire émerger un cadre axé sur la personne accompagnée et sur l'accompagnant et peut-être quels sont les risques à éviter et les clés de réussite pour réussir ce point. Peut-être Philippe, vu qu'on a travaillé ensemble sur ce sujet, tu souhaites commencer? Euh, Cette thématique, elle pose la question de la qualité de la relation. Et sur cette qualité de la relation, je pense qu'il y a deux notions qui sont importantes, celle du sens et celle de l'utilité. Avant d'engager un accompagnement, c'est c'est de faire comprendre, d'expliquer pourquoi la personne a été orientée vers telle structure et pourquoi on lui a proposé tel type d'accompagnement. C'est la question du sens. Et derrière, une fois la personne, on lui a bien présenté les raisons pour lesquelles elles ont été orientées vers telle structure avec tel mandat, de lui expliquer derrière comment ce mandat va être mis en œuvre. Ça, c'est sur la question du sens. La question de l'utilité, c'est quel va être l'objectif du mandat. L'objectif du mandat avec le but ultime qui sera le maintien dans le logement ou le relogement, ou de manière plus concrète, les différentes avancées quotidiennes qui vont être l'outillage ou l'apport de connaissances par rapport au fait de pouvoir s'insérer dans, mais aussi autour du logement. Donc ça va être ces deux notions-là qui vont être importantes en début d'accompagnement, la question du sens et de l'accompagnement. Pour pouvoir y
enfin, pour permettre de faire prendre conscience aux ménages sur ces deux thématiques-là, le professionnel pourra s'appuyer sur deux éléments à prendre en compte. D'une part, cette notion de temporalité. C'est vrai que c'est important de prendre en compte que lorsque le professionnel a 18 mois pour accompagner une personne, la personne n'a peut-être pas 18 mois de manière intensive, à 18 mois qui lui permettent de pouvoir entendre, digérer, appréhender tous les conseils, tous les apports que le professionnel peut apporter. Et l'autre notion qui est importante, c'est la notion d'authenticité. C'est-à-dire que oui, je dois vous accompagner pour vous permettre potentiellement d'intégrer un autre logement, mais oui, je sais aussi que dans les 18 mois, vous n'aurez pas un logement qui vous sera attribué à l'issue de ces 18 mois. Parce que le contexte économique, le contexte de logement fait que la durée pour obtenir un logement est beaucoup plus longue. Il faut, pour créer une relation de confiance, aussi avoir cette notion d'authenticité. Troisième notion qui est importante par rapport à cette notion de cadre, c'est peut-être de casser un petit peu cette relation bilatérale qui est un petit peu asymétrique, comme le disait Monsieur Dvaoui, entre la position haute et la position basse. C'est d'essayer de rendre le plus possible le ménage acteur de sa propre mesure d'accompagnement, c'est-à-dire de lui laisser à l'intérieur de son cadre d'intervention un certain nombre de libertés sur potentiellement la fréquence des visites à domicile, sur ce que va être travaillé au sein de ces visites à domicile, et peut-être déjà de se questionner sur la terminologie de visite à domicile, d'intervention à domicile, qui sont des mots assez forts, assez intrusifs, comme ça a été dit, et peut-être de les présenter autrement sur une autre forme d'accompagnement social. Il y a l'accompagnement social au bureau, l'accompagnement social auprès d'autres structures, auprès d'autres professionnels, et l'accompagnement social à domicile. Et on serait là plus sur des modalités différentes d'accompagnement que réellement sur des mesures, entre guillemets, intrusives pour aller vérifier ce qui est fait au domicile. Et c'est vrai que là encore, hein, les professionnels peuvent avoir un sentiment de ne pas se sentir légitimes à évoquer ces questions-là, voire même à poser des évaluations. Merci beaucoup, Philippe. Toujours sur cette question du cadre, est-ce que Christophe ou Elian, vous voulez rebondir un peu sur cette même question? Oui, je trouvais très intéressante l'intervention de Philippe Roger. Bon, mais je réinsiste quand même. C'est aussi intéressant de voir les points où on se rencontre et des points où on diverge. Quand il nous dit que c'est une modalité parmi d'autres, je ne crois pas. Et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Entrer au domicile des gens est une intrusion, sauf s'il y a tout un travail. Sauf si c'est je vous rappelle quand même, vous l'avez évoqué, que le cadre législatif est très clair. Le domicile est par essence le lieu de l'espace privé et de l'intime, et que la personne qui est l'habitant est maître chez lui, n'est-ce pas? Et que donc, s'il y a une intervenante de quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas l'intervention de quelqu'un de l'extérieur et qui n'est pas vraiment acceptée par l'habitant, on est dans l'intrusion, vous êtes d'accord? Et si même elle est acceptée, il faut voir aussi le périmètre d'intervention à l'intérieur du domicile de ce professionnel. Donc là, qu'on le veuille ou non, quand même, il y a une dimension intrusive qui est à travailler, certes, mais qui n'est pas niée. C'est ça que je veux dire. Alors, bon. Je ne rejoins pas du tout l'intervenant précédent. Et puis, bon, je reviens encore sur cette histoire de position haute, position basse. Il n'empêche que le professionnel a une mission. Une mission. Il est renvoyé par une organisation. Là encore, il y a un cadre
très précis et qui induit une qualité, une dynamique relationnelle, qui rend complexe l'intervention du professionnel. Il doit faire tout un travail, tout un travail pour se faire accepter quelque chose qui est quand même difficile. Je veux dire que on se fait opérer par un chirurgien, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une intrusion. Bon, on est d'accord, on a envie de soigner, on a envie de guérir, mais de là à dire que c'est pas du tout une intrusion, le chirurgien qui me charcute, vous voyez un peu, il y a quand même un gap, comme on dit en anglais. Il y a voilà, une distance. Bon, mais moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que il faut aussi écouter ce que les familles disent. Bon, là, ce qui est intéressant dans le travail que vous avez fait, c'est qu'elles demandent beaucoup demandeuses de elles apprécient l'intervention de ces professionnels parce que là, elles voient bien qu'elles en retirent. Et ça, c'est intéressant. Elles en retirent des bénéfices pour leur vie quotidienne. Mais enfin, dans d'autres cas de figure, certaines familles n'hésitent pas, alors peut-être pas ici, mais d'évoquer le fait qu'elles se sentent jugées, qu'elles se sentent contrôlées. Voilà, et que, bon, voilà, c'est une réalité aussi. Merci beaucoup pour Malheureusement, ces compléments. Oui. le cadre réglementaire impose ces visites à domicile. Exactement. C'est là tout l'intérêt en amont C'est ça qui mais de on est l'accompagnement, d'accord. de Il présenter impose. à la famille que ces visites à domicile, elles sont imposées tout à la fois au ménage Et, qu'aux professionnels et absolument. qu'il va falloir, dans la mesure du possible, les faire. Et les faire de manière la plus adaptée possible pour qu'elle satisfasse à la fois le ménage qui accueille Exactement. On et est le bien d'accord. professionnel. Absolument. On est tout à fait d'accord. Mm. Vous dites bien que c'est imposé. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose de l'ordre je dirais, d'une commande extérieure. Mm. Mais OK. Mais peut-être ce que je pointe là, je fais référence peut-être à d'autres types de professionnels du travail social ou du soin, où là, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre un peu plus violent. On peut arrêter là. On peut Merci laisser des beaucoup. questions. Effectivement, ça pourrait être intéressant pendant le temps d'échange de voir ce que nos participants ont comme avis sur ce sujet. Christophe, tu souhaitais compléter? Alors, juste, ton micro est désactivé. Oui, juste une petite chose sur ce que m'évoque le mot sens et le mot cadre, mais c'est très rapide. Derrière la notion de sens, il y a l'idée de la notion de signification pour les personnes et puis de direction vers lequel on veut mener l'accompagnement. Derrière la notion de sens aussi, il y a l'idée d'objectif. Quel objectif on met derrière le travail qu'on va faire avec les personnes. Et juste, c'est une réflexion que je me fais comme ça en écoutant les différents intervenants. C'est l'écart éventuel qu'il peut y avoir entre l'objectif de la structure, par exemple l'accès à l'emploi ou l'accès au logement, et l'objectif qu'il peut y avoir pour la personne derrière ça, c'est-à-dire que l'accès à l'emploi ou l'accès au logement, pour une personne, elle peut y voir le fait de récupérer la garde d'un enfant ou le fait de pouvoir se mettre en couple avec quelqu'un. Et ça peut être intéressant de le mesurer en termes de stimulation, en termes de motivation. Et puis sur la notion de cadre, il y a la notion de contrat derrière. Quand on fixe le cadre, il y a l'idée d'un contrat, alors soit formalisé ou pas, d'accord? Et derrière la notion de contrat, ce qui me vient à l'esprit, c'est la distinction qu'on peut faire entre le contrat d'accompagnement et la pédagogie d'adhésion. C'est-à-dire que le contrat va formaliser le process et le fonctionnement entre l'accompagnant et l'accompagné. La pédagogie d'adhésion, elle consiste à essayer de mettre tout en œuvre pour que le contrat ait du sens pour la personne. Et c'est là où peut-être la notion d'outil qu'on abordera un peu plus tard peut avoir tout son intérêt. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Peut-être dans la continuité de cette question, sur la question du coup, dans cette vision du cadre, un acteur important, c'est le rôle de l'association. Quel est le rôle de l'association dans l'accompagnement de ces équipes sociales et dans la compréhension et le maintien des différents cadres par les équipes et les personnes accompagnées, notamment lorsqu'on sait, et on l'a dit au départ, c'est que cette pratique peut être source d'inquiétude et d'appréhension de la part des équipes. Philippe, est-ce que tu veux commencer sur cette question?
Oui, alors durant les trois groupes qu'on a animés avec Emma, ce qui en est ressorti, c'est là encore un sentiment à certains moments de ne pas se sentir légitime par rapport à ce cadre-là. Et l'idée, c'est vraiment que la structure permette aux salariés, aux collaborateurs d'avoir un sentiment de sécurité, Christophe l'a dit, par rapport au cadre, mais aussi un sentiment de sérénité par rapport à ces interventions. Et à ce niveau-là, ça renvoie peut-être à trois objectifs principaux, qui est d'une part de légitimer l'intervention du professionnel, d'autre part d'éviter ou de limiter toute zone d'incompréhension avec le ménage sur ce que je dois faire, pas faire, comment je dois intervenir à domicile ou pas. Et enfin, potentiellement pour un certain nombre de publics, de les rassurer. Pour ça, il y a trois points essentiels à mon sens. C'est d'une part de former et de rappeler aux professionnels leur cadre d'intervention. Durant nos échanges, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Marseille, on avait le sentiment qu'à certains moments, ces professionnels de terrain connaissaient très bien leurs objectifs de terrain, mais en revanche, ils étaient assez éloignés du cadre d'intervention, on va dire théorique, ou des objectifs, hein, on va dire réglementaires qui étaient fixés par le prescripteur. Donc, à certains moments, de bien rappeler aux équipes, voilà pourquoi vous avez été désigné et voilà ce sur quoi vous allez travailler. Ce qu'ils nous ont fait remonter aussi, c'est peut-être la nécessité d'avoir des outils de communication propres à leur structure pour créer ce sentiment d'alliance et de mieux expliquer un petit peu leur domaine d'intervention, pardon, et de pouvoir s'appuyer sur ces outils de communication. Et enfin, de bénéficier en début d'accompagnement réellement d'un temps de présentation sur ce cadre réglementaire et sur les objectifs qui doivent être mis en œuvre dans le cadre de la durée de l'accompagnement. Ça, c'était des choses qui ont été remontées sur le fait que pour nourrir une relation, elle doit être apportée de manière très, très humaine en début d'accompagnement. Si l'accompagnement va trop vite au départ, la qualité de l'accompagnement risque de péricliter au fur et à mesure des mois. L'importance des premiers mois d'accompagnement est essentielle pour qu'il y ait une forme d'alliance et ensuite de travail en collaboration entre le professionnel, le service, la structure et le ménage. Merci beaucoup. Peut-être Christophe, tu souhaites compléter? Non, 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 j'acquiesce. Non, c'est bon. Ouais. Juste, je trouve Et ça Léo, très. quelque chose à dire sur le Juste, sujet? Ouais. c'est un peu pour aller dans le même sens que Monsieur Rouget, mais reparler du cadre, donc du service, ça pointe, et ce qui est une réalité qu'on retrouve tout le temps, qu'il y a des petits hiatus. C'est un mot que j'aime beaucoup, entre éventuellement, je dirais, les exigences du cadre, on va dire, les missions, le service, etc. C'est un premier. Il y a en face les familles, les attentes, les projets. Et ça, je reviens à ce que M. Marchand a dit par rapport aux objectifs, où là encore, il peut y avoir des hiatus par rapport. Et puis, il y a aussi comment le professionnel perçoit la conception qu'il a de son intervention professionnelle. Vous voyez un peu? Parfois, il y a des petits hiatus dans ces trois niveaux. Vous voyez un peu? Et parce que peut-être que là, ça a été abondamment dit, ce qui est évoqué par je dirais les missions, le cadre, je dirais de l'organisation pour aller vite, peut parfois être très loin du terrain. Ça, c'est ce que les professionnels perçoivent très bien. Ce qui
comprennent peut-être moins bien parce que c'est compliqué, c'est qu'évidemment, entre leurs projets qu'ils ont construits par rapport à telle ou telle famille, quand je dis ils ont construit, ça peut être en équipe, etc. Et puis le fonctionnement et ce qu'ils perçoivent même intuitivement des attentes ou des problèmes des familles, il y a là aussi un hiatus. Donc on est à trois là-dedans, hein, pas vrai, voilà. C'est important de gérer. Oui, alors, c'est pour ça que, bon, alors, quoi faire? C'est toujours la grande question difficile. C'est qu'il faudrait travailler, alors, dans le cadre du service, sur justement ces trois attentes. Vous voyez un peu? Voilà. L'idée, c'est d'arriver à faire coexister, là-dessus, je vous rejoins, Monsieur Djaoui, de faire coexister le cadre réglementaire du service avec le cadre réglementaire du professionnel et le cadre réglementaire du ménage lui-même. Je ne dirais pas réglementaire, mais oui. Alors, Son cadre d'intervention, si vous voilà, voulez. c'est ça, voilà, tout à fait. Je préfère la conception de son intervention, la conception de son métier, etc., la manière de travailler. Mais alors, la question se pose, c'est que parfois, cette harmonisation n'est pas facile. C'est un euphémisme que j'utilise là. Vous voyez un peu? Typiquement, le service dit je peux intervenir au domicile jusqu'à 17h15. Le professionnel peut accepter, je ne sais pas si le service le tolérera aussi, parce que le ménage doit aller chercher son fils à l'école à 17h, peut accepter de décaler pour cette situation Absolument. qui doit rester exceptionnelle, un décalage de l'intervention à domicile à 17h30, par exemple. Absolument. C'est Et c'est là où on va nourrir la qualité de la relation et faire Absolument. en sorte que on va donner au ménage pour que celui-ci nous apporte quelque chose en retour. Oui, ça c'est un exemple où ça fonctionne bien, mais il y a Hmm. d'autres exemples. Ok. Il y en a Merci. d'autres, malheureusement, c'est pas possible. Le cadre Ah, mais d'intervention du service ne le permet pas. bien sûr. Merci beaucoup. Peut-être avant de laisser la place aux participants pour pouvoir donner leurs avis et poser leurs questions, j'ai une dernière question. Donc, on a beaucoup évoqué la place des personnes tout au long du webinaire. Et peut-être pour conclure et rattacher à ce sujet de l'outillage, comment on peut réfléchir à la co-construction et à l'utilisation d'un outil d'accompagnement social à domicile avec les personnes accompagnées et pourquoi et comment le faire et comment assurer la pérennité aussi de l'utilisation des outils à travers le temps. Christophe, on a beaucoup travaillé ce sujet ensemble. Est-ce que tu peux développer un peu? Oui. Déjà, quand on parle de la place des personnes accompagnées, le constat que je fais, c'est que quand le professionnel s'en va du logement, la place de la personne, c'est de se retrouver seule dans son logement. Le professionnel n'est plus là. Donc ça, c'est le premier point. À partir de là, l'enjeu que je vois dans l'idée de penser des outils, c'est comment faire exister l'accompagnement en dehors des moments de face à face. Parce que le problème, c'est qu'il y a des suivis où le travail d'accompagnement n'existe que pendant les moments de face à face. Et entre les rendez-vous, il ne se passe pas grand-chose. Tout simplement parce que après, à la fin du rendez-vous, quelquefois, les messages ne sont pas forcément suffisamment matérialisés. Et donc se pose la question des outils et des supports pédagogiques qui permettent de matérialiser les messages pour que les gens puissent continuer à s'y confronter quand le professionnel est parti. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que quelquefois, quand on travaille une situation auprès d'une personne, la personne n'est pas la seule responsable de sa situation. Il peut y avoir des tiers que le professionnel ne voit jamais, mais qui peuvent avoir une influence sur la situation. Et la question qu'on ne se pose pas suffisamment, d'après moi, c'est comment mettre la personne avec qui on travaille en situation de partager le mieux possible les messages qui sont évoqués pendant les moments de face à face, une fois que le travailleur social est parti. Et là se pose la question des supports. Après, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions autour de la co-construction d'outils. Alors, moi, je suis un peu partagé par rapport à ça, parce qu'on a des personnes qui sont écrasées par leurs difficultés et à qui on serait susceptible de demander qu'en plus de faire face à leurs difficultés, il faudrait qu'elles se créent leur propre outil pour se sortir de leurs difficultés. Et moi, je crois beaucoup au fait que le travailleur social doit apporter
un, un échiquier d'une certaine manière, c'est-à-dire une matrice pédagogique. Et puis après, avec l'intervenant, la personne choisit les pièces qu'elle veut utiliser sur cet échiquier pour avancer sur sa situation. Donc je crois quand même que l'intervenant a aussi ce rôle d'apporter des logiques pédagogiques et après suffisamment cadrantes pour que la personne puisse se raccrocher à quelque chose et suffisamment bien pensées pour que à l'intérieur de cet échiquier, de cet outil, la personne ait la marge de liberté qui lui convient pour pouvoir adapter l'outil à sa propre situation. Et quand je parle de support et d'outils, je parle de supports qui viennent matérialiser les messages, donc des supports très pratiques, qui mettent en mots et en images des éléments sur lesquels le professionnel voudrait que la personne puisse réfléchir une fois que le professionnel est parti. Donc c'est un peu sur ça qu'on a travaillé quand on a mis en place les ateliers à Lyon, à Marseille et à Paris. Donc voilà. C'est la dimension pédagogique du travailleur social, de l'action du travailleur social que j'évoquais tout à l'heure. Tout à Hein, fait. quand j'ai dit stratège, pédagogue, et Exactement. avec un grand, et aussi interprète. Traduire Exactement. puisqu'ils sont, ces familles sont parfois, maîtrisent pas l'univers, ils n'ont pas les compétences sociales, on va dire ça comme ça, pour comprendre tout ce qui se joue, et il y a beaucoup de choses qui leur échappent, et donc le travailleur social met en mots et en images cette réalité. Donc Mais- j'insiste sur ces trois casquettes. Et pour rebondir sur ce que vous dites, Elian, par rapport à la notion d'interprète, c'est Oui. vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants sociaux qui me disent nous, on n'est pas formés à la communication et qui ne se rendent pas compte que en fait, ce sont des super communicants parce qu'ils passent leur vie à traduire en mots et en images des sujets compliqués auprès de populations et de publics excessivement variés. Et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers en dehors du métier de Absolument. travailleur social qui passent son temps à faire ça. Je vous suis à 100% là, pas de problème. OK. Notion d'interprète. Mais oui, mais je veux dire, les vieux, les personnes qui sont un peu handicapées, enfin bon, je veux dire, il faut faire tout ce travail d'interprétariat. Les migrants, bon, c'est aussi bon. Juste une chose par l'outil, après j'ai terminé, c'est l'idée de mettre en scène le parcours d'accompagnement. Quand je dis de le mettre en scène, c'est-à-dire des outils qui matérialisent des étapes et qui sont tournés vers une perspective, c'est la notion de projet, quoi. Avec des indices de progression pour que la personne puisse mesurer d'entretien en entretien si elle se rapproche ou si elle s'éloigne de son projet et pourquoi et comment. Parce que quelquefois, on a des accompagnements qui portent le nom d'accompagnement parce qu'il y a eu un contrat signé au début de l'accompagnement, mais qui se réduit d'une certaine manière à une juxtaposition de rendez-vous qui, dans la tête de la personne, ne matérialise pas un parcours. Et l'outil peut avoir ce rôle à jouer de matérialiser un parcours, quoi, et un travail co-construit, voilà, et qui matérialise des étapes. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Je vous propose qu'on agrandisse un peu le cercle des échanges en proposant à nos participants de, voilà, soit vous poser une question, soit aussi me proposer sa propre analyse et son propre retour d'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main sur la barre du chat en haut au milieu. Et donc nous activerons votre micro et caméra si vous le souhaitez pour que vous puissiez participer. Vous pouvez également, si vous préférez, poser une question dans la partie Q&R qui est donc pas également à côté du chat sur la barre centrale du webinaire si vous préférez par écrit. Alors, on a une question dans le chat. Moi, je ne le vois pas. Dans le QR, donc, alors Laurie Robert, donc cette stratégie doit-elle être différente selon que la personne est hébergée en logement IML
ou locataire de son logement en AVDL. Est-ce que cette question vous parle? Je vous dirais que, à mon niveau, ce qui est important sur l'accompagnement, quel que soit le dispositif, c'est d'essayer de personnaliser au maximum, c'est-à-dire de répondre au maximum, dans la limite du mandat qu'on a, aux attentes du ménage accompagné. Et c'est là où vous allez définir votre propre stratégie d'accompagnement. C'est en fonction de ce que attend la personne et de vos propres objectifs liés au mandat que vous allez essayer de, de personnaliser ou d'individualiser au maximum l'accompagnement. Ça peut être de proposer des accompagnements tous les 15 jours dans un premier temps parce qu'il y a besoin de quelque chose d'un peu plus renforcé, parce que ça permet de sécuriser la personne et d'étayer un peu plus. Au contraire, d'être plus souple au départ parce qu'elle est plutôt un petit peu inquiète de l'accompagnement et elle a besoin de temps pour digérer un petit peu ce qui va être mis en place. Ça peut être également la possibilité de mixer avec des entretiens individuels, des ateliers collectifs. Et quel que soit le dispositif, c'est d'essayer de répondre au maximum aux attentes dans la limite de notre cadre d'intervention. Je peux intervenir là? Oui, allez-y. Je sais pas si j'aurais aimé peut-être poser une question à cette personne. Est-ce qu'elle a aperçu dans sa pratique des différences ou des nuances qui l'ont amené à poser cette question? Je ne sais pas si ma question est claire. Peut-être, Laurie, tu souhaites qu'on te donne la parole? Alors, c'est bon si tu veux. Tu peux décocher ton micro si tu veux, Oui, est-ce que vous si tu m'entendez? si tu veux parler davantage. Oui, Vous très bien. m'entendez? Ouais. Alors Oui. merci pour ces premières réponses. Alors en effet, j'avais posé ma question au tout début d'intervention de Monsieur Jaoui et qui évoquait notamment les différentes contradictions en fait avec le fait de venir chez la personne avec la position basse, position haute. Et je me demandais s'il fallait. Alors moi, je n'interviens pas directement parce que je travaille au service développement d'une association, donc je ne suis pas travailleur social. Néanmoins, je m'interroge sur cette question de l'accompagnement à domicile et je me demandais notamment s'il y avait des nuances à appliquer selon que la personne est hébergée en logement. Alors, ça peut être aussi, l'IML est un point un peu sensible parce que je sais que c'est de la sous-location, mais ça peut être aussi de l'hébergement en diffus, donc dans un appartement en fait qui rappelle davantage la question de son propre domicile et du chez-soi que l'on peut cultiver davantage. Donc, est-ce qu'on fait cette différence, voilà, entre l'hébergement, une personne qui est hébergée en logement, et son logement quand elle est vraiment locataire, en titre de l'appartement ou de son domicile, en tout cas. Ah bon, alors, j'ai pas de réponse, moi, Eliane Jaoui, mais ce que j'aurais envie de dire rejoint ce qui a été dit par Philippe, à savoir que en essayant de mettre en place un accompagnement le plus, je dirais, le plus personnalisé, c'est d'essayer de réfléchir sur comment la personne investit son chez-soi. Alors, d'un habitant à l'autre, on peut trouver des choses qui se répètent ou des choses tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, à la limite, de familles différentes qui vivent dans le même type de logement et il y aura des fonctionnements complètement différents. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Je vois bien, oui. Oui, oui. Mais c'est un travail, moi j'appelle, et là on en revient à la notion aussi d'interprète, le logement, et même si on veut être le plus, je dirais, le moins intrusif possible, le logement est très 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 révélateur je dirais, du mode de vie, de l'identité des familles, hein. C'est un marqueur identitaire important. Et donc il nous dévoile des choses que même parfois les familles ne elles n'y pensent pas ou même elles souhaitent le cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où vous avez aussi à interpréter l'espace, je dirais l'espace le plus concret. Voilà. Bon, donc, Mm.
C'est clair, merci pour votre Merci. retour. Il y a également des petits éléments de réponse dans le chat par nos participants. Une autre question. J'interviens dans le cadre d'une mission d'aller vers pour des personnes en procédure d'expulsion. Comment aller vers les personnes sans être trop intrusif lorsque la personne ne veut pas être accompagnée ou ne répond pas aux autres sollicitations? Je tire mon joker là. À ce niveau-là, on est sur le refus de l'accompagnement. Toute la difficulté va être là de la mise en relation, c'est d'expliquer quelle va être la valeur ajoutée que l'on va produire à cette personne-là dans le cadre d'une possible relocation si la procédure d'expulsion va jusqu'au bout. C'est à quoi va servir l'accompagnement quand la personne va être expulsée derrière. C'est quels vont être les leviers pour permettre à la personne de comprendre que le travailleur social va l'accompagner à sortir de sa situation d'expulsion. Soit parce qu'elle va se maintenir dans le logement pour X raisons, soit au contraire, on va préparer la recherche d'un nouveau mode d'hébergement, si j'ai bien compris. Mais ça va être, c'est le plus compliqué. C'est la mise en relation. Une fois que la mise en relation est faite, il va après falloir nourrir l'accompagnement, mais la mise en relation, là, on est plutôt sur une personne qui refuse l'accompagnement parce qu'il y a une perte d'espoir à ce niveau-là. C'est il va falloir, au niveau du professionnel, trouver les mots pour redonner de l'espoir à cette personne. Juste pour rebondir sur ce que dit Philippe, sur trouver les mots, Mmh. là où je crois que le travail social a quelque chose à imaginer en 2024, 2025, 2026, 2027, etc., c'est comment réaborder tous les grands sujets de vie quotidienne, que ce soit le budget familial, la banque, le crédit, l'alimentation, etc., en sortant des poncifs que les gens ont entendus 10 000 fois dans X ateliers, etc., parce qu'on a des sujets qui sont un peu usés jusqu'à la corde dans la façon de les aborder. On a des mots-clés qui sont toujours les mêmes et qui reviennent régulièrement. Et je me mets à la place d'une personne qui est en difficulté chronique depuis 25 ans et qui entend des intervenants, alors je ne dis pas tous, hein, mais certains aborder toujours les sujets de la même manière. On peut comprendre à un moment donné pourquoi certains lâchent la rampe en disant ça, je l'ai entendu 1000 fois, donc c'est bon, lâchez-moi, quoi. Et peut-être que là, il y a quelque chose on parle beaucoup d'innovation et réinventer un vocabulaire autour du budget, de la banque, du crédit, du logement aussi, pour aborder les choses un peu différemment. Ça peut éventuellement donner envie aux gens de tendre davantage l'oreille, quoi. La question, par exemple, ça serait comment aborder les droits et les devoirs du locataire sans aborder les mots droits et les mots devoirs, par exemple. Ça pourrait être un sacré défi, vous voyez. Puis il y en a d'autres comme ça. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à creuser. Et alors justement, dans la continuité, Christophe, il y a une question qui se tourne davantage vers toi. Tu as dit à un moment donné, parler de mettre en scène le parcours de la personne accompagnée. Et donc la personne voulait en savoir davantage. Qu'est-ce qu'on entend par outil permettant de mettre en scène le parcours de la personne? Alors, quelquefois, en début d'accompagnement, on fait signer un contrat d'engagement réciproque, enfin, en fonction des dispositifs, etc. Ça peut être un contrat MASP, un contrat RSA, peu importe. Et on met en place un objectif. Et puis après, de rendez-vous en rendez-vous, on fait plus référence à ce contrat d'origine. Et matérialiser un parcours d'accompagnement, ça veut dire utiliser un outil pédagogique à chaque entretien qui, à chaque entretien, a pour objectif, en début d'entretien, de repositionner le projet de la personne, tout simplement pour le remettre en perspective avec tout ce qui va être dit pendant l'entretien, et puis pour vérifier avec la personne si ce projet n'a pas évolué. Et l'idée, c'est d'en laisser une trace pour que petit à petit, au fur et à mesure des entretiens, la personne ait en main un outil très visuel, très simple, hein, parce que ça peut être avec des mots-clés, ça peut être avec des illustrations ou des images quand des gens ont des difficultés avec la lecture et l'écriture, et ce qui vient matérialiser un parcours. Quand on a un entretien et qu'à la fin de l'entretien, le professionnel s'en va et que la personne reste avec rien, il y a juste eu un entretien.
quand petit à petit on consigne dans un outil pédagogique des éléments, des éléments pédagogiques, des éléments d'intervention et des éléments de discussion, ça devient un journal, une sorte de livre de bord en fait. Le livre de bord constitue le parcours du bateau en croisière. Et bien là, le carnet d'accompagnement ou le support d'intervention qui est utilisé à chaque fois et qui est laissé à la personne vient matérialiser le travail qui est fait avec sa progression, avec les sujets qui ont été abordés, avec les points de discussion, les points d'achoppement, les réussites, mais aussi les axes de progression. Voilà, c'est quelque chose de très basique. En fait, c'est ce qui se dit pendant les entretiens, mais qui est fixé dans un support pédagogique qui reste à disposition de la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. C'est-à-dire que dans l'entretien individuel, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, les professionnels connaissent bien les difficultés des personnes, connaissent les grands messages à faire passer, savent bien faire leur métier. Ce qui manque, c'est comment rendre visibles les mots qui sont prononcés pendant l'entretien duel. Voilà, matérialiser ces messages. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de diagnostic, il y a beaucoup d'outils pour faire du reporting, il y a très peu d'outils pédagogiques. Et quand ils existent, le plus souvent, ils sont bricolés par le professionnel parce qu'il a bien voulu se les coltiner, mais il y a peu d'outils modélisés de manière institutionnelle. Et là, c'est peut-être un axe aussi à creuser dans les années à venir. Ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre structure, c'est d'essayer de synthétiser nos entretiens par un mail de conclusion qu'on envoie à la fin de chaque entretien entre le professionnel et le ménage. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà ce que moi, je dois faire professionnel lors de notre prochain rendez-vous. Voilà ce que vous avez à faire pour notre prochain rendez-vous. Pour qu'ils aient le sentiment d'une forme de progression, d'une forme d'accompagnement un peu dynamique. Après, ça peut être à marche forcée, ça peut être en courant, en trottinant, peu importe. L'idée pour nous, c'est qu'ils aient le sentiment que leur situation évolue. Pas nécessairement de manière positive, hein, parce que c'est pas linéaire sur le principe, mais qu'il y ait une évolution. Notre plus grosse crainte, c'est le fait que les situations se chronicisent et qu'il n'y ait pas d'évolution, ce qui nous inquiète le plus. Alors moi, je trouve ça très intéressant, Philippe, hein. Très, très, très intéressant. Quand je parlais de mise en scène, c'est justement de mise en mots, en images et en couleurs pour sortir un petit peu du cadre du mail ou alors de ce que les gens pourraient percevoir comme un fonctionnement un petit peu, alors je ne dis pas que c'est pas super, hein, mais un petit peu administratif, vous voyez. Et c'est peut-être la marche supplémentaire, le step supplémentaire, c'est-à-dire le contenu de ce mail, comment on pourrait le rendre un peu plus visuel pour que les gens aient encore davantage envie de s'y intéresser. C'est ça. Merci. Donc peut-être sur ce sujet-là, donc vraiment, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à regarder la guide de construction de l'outil à la fin de la synthèse que l'on a publiée, qui essaie vraiment de synthétiser tous ces commentaires et tout ce qu'on peut dire là actuellement, qui permet de vous donner aussi des conseils. Donc je vois qu'il y a également plusieurs questions sur est-ce que vous avez des exemples concrets et construits d'outils d'accompagnement. Alors, déjà, il faudrait voir des associations de notre réseau qui seraient partantes pour les partager. Ça, c'est pas forcément évident. Et aussi parce que ce sont des outils qui sont vraiment très appropriés en fonction de leur activité, de leur structure, etc. D'où le fait qu'on a davantage proposé un outil de réflexion pour pouvoir associer l'outil et votre réflexion vraiment à l'ancrer dans votre activité, dans le dispositif dans lequel vous travaillez et dans votre structure. Voilà, mais n'hésitez pas à me solliciter plus par mail pour que je puisse aussi notamment vous mettre en lien avec des associations pour cette question d'outillage. Juste une chose, Emma, je vois une personne qui met le problème de l'écrit, c'est la capacité à lire et à comprendre. Quand j'en parle d'outils visuels, ce n'est pas uniquement des outils qui utilisent des mots, mais c'est aussi des outils qui utilisent des codes couleurs et qui peuvent utiliser des pictogrammes
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la difficulté de l'accompagnement des migrants et des publics qui ont des difficultés ou des pathologies, etc. C'est vrai que le travail social a beaucoup manqué d'image pendant longtemps. J'ai l'impression que c'est en train de changer parce qu'il y a quand même de plus en plus de structures qui vont vers l'image, vont vers les pictogrammes, etc. Mais il y a encore un gap assez important. Mais il faut aller vers ça. Et pour ces publics-là, bien sûr qu'il faut utiliser à la fois des codes couleurs et des images. Et justement, le travail social manque de couleurs et manque d'images. Merci beaucoup. Je vois qu'on a deux mains levées et qu'il nous reste environ 5 minutes. Donc, je vous propose, Ségolène Boudra, de vous donner la parole. Donc, vous pouvez activer votre micro, pardon, si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très Merci bien. en tout cas pour ces interventions qui sont passionnantes. Donc moi, je suis travailleuse sociale, doctorante au sujet du syndrome de Diogène. Et j'avais une question. Donc vous avez parlé du rôle, des multiples rôles, notamment de traducteurs des travailleurs sociaux. Et moi, je voulais aussi voir aborder aussi ce rôle d'arbitre aussi, enfin, par rapport aux différents cadres d'intervention. Donc, on a abordé les cadres des personnes, des structures et aussi des travailleurs sociaux. Et par moment, en fait, je me suis moi-même retrouvée en situation à arbitrer, en fait, en cas notamment de conflit entre ces différents cadres et qui pouvaient être aussi source de souffrance de la part du travailleur social dans ces situations-là. Donc, savoir si vous aviez des outils, des pistes, en tout cas, ou une réflexion dans ces situations qui sont très prenantes. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris votre question, moi, la réponse que j'y apporte, c'est que enfin, le mandat qui est confié, il est confié à la structure. C'est la structure qui porte le cadre d'intervention. Et s'il y a conflit entre le ménage et le mandat, c'est à la structure d'y répondre par la voix de son travailleur social. Mais si le ménage n'est pas d'accord avec la position du travailleur social, c'est au service de porter la contradiction et qu'à ce niveau-là, c'est peut-être pas qu'au seul travailleur social d'être en conflit potentiel avec le ménage. Celui qui, enfin, la structure a été désignée pour exercer le dispositif. Le travailleur social est là pour le mettre en œuvre, pour le déployer. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Ségolène. Si c'était ça la problématique, c'est qu'à oui, à après, certains... quand je parle de conflit, c'est aussi en termes de conflit de valeurs et ce qui renvoie aussi aux différentes perceptions en fait des difficultés et de l'action. Il peut y avoir un gap en fait entre la perception de l'intervention et des modalités d'intervention en fonction des niveaux structurels, notamment là donc je parle surtout des situations de personnes en accumulation et en syndrome de Diogène, où c'est des situations qui peuvent être assez complexes et peu connues, et du coup pour lesquelles il peut y avoir un cadre d'intervention qui reste encore à moduler. Alors, sur ces situations d'entassement ou de syndrome de Diogène, à mon niveau, je pense que ces situations-là, elles ne relèvent pas nécessairement que du travail social. Elles relèvent aussi d'une problématique de santé et d'une prise en charge de santé, qu'à ce niveau-là, il est nécessaire pour la structure et pour le travailleur social de la partager avec des structures qui sont les plus à même de pouvoir vous épauler sur cette thématique, qui peuvent être le CMP, le RESAD, le DAC. Il existe différents dispositifs
pour vous accompagner, pour vous épauler. Après, ils n'ont pas d'énormes moyens non plus. Je pense que la réponse que vous allez pouvoir me donner, c'est qu'ils n'ont pas le temps ou que les délais d'attente sont suffisamment longs. Après, on a chacun nos missions. Les missions du travailleur social sont déjà suffisamment larges pour qu'il ait peut-être pas à porter seul des questions qui portent plus sur de la santé ou de la santé mentale, liées à un syndrome ou à des entassements. Je vois que l'heure tourne. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous, du coup, Ségolène? Oui, pardon, je croyais que mon micro était désactivé. Ah oui. Merci beaucoup hein, pour votre réponse. Alors peut-être juste avant qu'on se quitte, Nadège, je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu souhaites participer? Oui, oui, oui. Alors juste un petit témoignage en fait, hein. Donc à Fréa, nous on a fait des formations Econovie il y a 7 ans, je dirais maintenant à peu près, ce qui nous a permis de construire un outil effectivement d'accompagnement qui a été bien utilisé suite à sa création. La difficulté qu'on rencontre, c'est faire vivre l'outil dans le temps, dans un contexte de mobilité importante des professionnels dans notre secteur. Faut pas se tromper non plus. Euh, et donc, c'est enfin, ce qui est compliqué pour en tout cas les professionnels qui n'ont pas participé à cette construction et à l'élan de départ, on va dire, d'appropriation de l'outil, c'est effectivement la difficulté de s'approprier un outil au fil du temps quand on prend un poste avec parfois déjà une charge de poste importante dans le sens où il peut y avoir eu des carences, donc tout un travail, on va dire déjà de remise à niveau. Des accompagnements, etc. Donc, l'outil, nous, on l'a. Il est sur le réseau et il est à disposition des professionnels. Notre difficulté aussi, c'est de le faire se l'approprier par des professionnels qui n'ont pas forcément eu la formation qui avait été faite par Monsieur Marchand à l'époque. On a la mallette, on a tout pour faire du collectif. On a même 3 mallettes, si je dis pas de bêtises, sur le pôle. Enfin voilà. Mais c'est ça, c'est la difficulté, c'est la mobilité des professionnels. Et c'est vrai que du coup, on est aussi sur des dispositifs avec des cadres déjà assez importants, des charges administratives liées à ces dispositifs aussi importantes. Et du coup, c'est vrai que ça passe un peu en second plan, en fait, dans la prise de poste. Voilà. Alors, juste une petite chose par rapport à ça, c'est le problème de beaucoup de structures. Moi, je vois qu'une possibilité. Alors là, je vais faire le commercial, tant pis. Mais les seules structures où j'ai pu observer que l'outil vit dans le temps, il y en a certaines qui l'utilisent depuis 11 ans, 12 ans, etc. C'est des structures qui ont mis en place une fois par an, une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 3 ans, une journée d'analyse de retour d'expérience. Ce qui permettait de faire le point sur l'utilisation de l'outil, ce qui permettait d'associer des professionnels qui n'avaient pas été associés à la création de l'outil, mais qui, en assistant à cette journée d'analyse de retour d'expérience, pouvaient mesurer l'intérêt que pouvait avoir l'outil pour des professionnels qui l'utilisent. Et puis, dans ces journées d'analyse de retour d'expérience que j'anime, ça me permet aussi de partager avec les professionnels de structure tout le background des autres professionnels de d'autres structures ailleurs du retour que même on fait sur ces outils. C'est-à-dire que dans la formation professionnelle continue ou dans les plans de développement des compétences, c'est vrai qu'on met en place des formations et ce qu'on a tendance à laisser de côté pour tout un tas de raisons qui s'expliquent, des raisons de budget, des raisons de priorité, des raisons d'arbitrage. Donc, ce n'est pas une critique, mais on a tendance à oublier que si jamais il n'y a pas de piqûre de rappel, je veux dire, c'est comme pour un vaccin, quoi. Il faut une piqûre de rappel. Eh bien, c'est exactement la même chose pour des outils pédagogiques et notamment ceux-là. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Christophe. Eh bien, je vois qu'il est 16h04, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Merci à vous tous d'être venus très nombreux. Et je voulais sincèrement remercier toutes les équipes sociales et les travailleurs sociaux qui ont participé à ce groupe de travail et qui ont permis d'enrichir fortement et de ce sujet
et de nourrir cette réflexion collective. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous et n'hésitez pas donc à me contacter. Mon adresse mail est dans le chat pour plus de détails sur ce sujet-là et également à lire et partager la synthèse. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Et merci à toi. Merci à toutes et Merci. tous. On vous remercie, nous Au revoir. aussi. Enfin, je vous remercie aussi parce que Ouais, c'est ça aussi, ça m'a permis d'enrichir aussi mes réflexions, ces échanges. de même. De même, c'était vraiment bien. Parfait. Merci beaucoup. Super. Merci.